Mesdames et messieurs, merci et bienvenue à votre magazine sur l'analyse de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Peut-on parler d'un pari gagné pour la République démocratique du Congo? Les violons s'accordent pour reconnaître que le 9e jeu de la francophonie organisé par la République démocratique du Congo du 28 juillet au 6 août dans sa capitale, au Kinshasa, ont été un succès inédit de l'organisation au déroulement des jeux en passant par la décoration artistique de la cérémonie d'ouverture sportive des Quinois ainsi que l'accueil doublé d'ambiance. Rien n'a reproché. Les officiels, athlètes et leurs accompagnateurs ont exprimé les sentiments de joie avant de remercier donc les autorités congolaises et la population pour le déroulement des CG dans les meilleures conditions et l'accueil chaleureux doublé d'ambiance des Quinois à leur égard. Analyse et commentaires de ces rétros sur le 9e G de la francophonie sur kiosque de ce mardi, renoué avec notre destin des grandeurs et l'intitulé du programme quinquennal 2024-2028 qui promet de mettre en œuvre Augustin Matata Pogno s'il était élu président de la République le 20 décembre 2023. L'ancien Premier ministre a choisi la lointaine ville de Kindu au Maniema pour dévoiler la semaine dernière ce futur plan de développement de la République démocratique du Congo, dont les socles se trouvent être un budget global de 90 milliards de dollars américains a éclaté sur 5 ans avec le budget annuel affichant un moyen de plus de 18 milliards de dollars américains. Analyse et commentaires dans cette émission kiosque avec notre invité Roger Bondenguele. Bonjour. Bonjour Eddy Kabea, merci de m'avoir invité à cette émission pour partager nos idées par rapport à l'actualité du pays, à l'actualité internationale, etc. En tout cas, encore une fois, grand merci. Comment, d'entrée de jeu, interprétez-vous ces jeux de la francophonie organisés par la République démocratique du Congo en allant de son ouverture et de sa clôture? Oui, laissez-moi l'opportunité de tirer mon chapeau à Monsieur le Président ou le gestionnaire de cette organisation ici en RDC. J'ai cité Monsieur Isidore Kwanza, oui, qui a mis les mains dans la pâte pour que cet événement puisse réussir. En tout cas, chapeau bas à lui, il a fait montrer de son expérience, de sa connaissance, de sa dextérité pour que, du sérieux, pour que cet événement puisse réussir, et ça a réussi tant bien que mal. Mais soudain, tous les prophètes de malheur internes qu'externes qui ne giraient que par les fiascos ont été d'emblée désillusionnés et voire même confus par rapport à ce qu'ils prédisaient dans le déroulement de ces jeux francophones. Bon, moi personnellement, je n'ai pas vu quelqu'un qui a prédit l'hécatombe ou qui a souhaité l'échec de cet événement. Vous ne pouvez que dire ça. Non, moi je n'ai pas vu quelqu'un, à moins que tu puisses me prouver ça. Moi je n'ai pas vu. Qu'à cela ne tienne, quand vous voyez primo, les budgets alloués pour ces jeux étaient de 67 millions de dollars américains. Et par rapport à aux dépenses engagées, moi, je ne suis pas d'avis qu'ils étaient corrects, qu'ils étaient corrects, allez, voulais-je dire, par rapport à la gestion, de cette enveloppe. 67 millions, mais on a vu, des maisons
qui ont été construites, des maisons préfabriquées et qui ont été érigées tout autour du stade des Martyrs et stade Tata Raphaël. Donc je ne vois pas comment, par quel miracle, les 67 millions débloqués ou alloués puissent ne servir qu'à construire ce genre de trucs et à peindre certains bâtiments à l'Unikin ou à l'IBTP. Donc, je dois inviter l'IGF et d'autres institutions d'audit pour auditer sur cette somme d'argent qui a été allouée pour l'organisation matérielle de ces jeux. Donc, il y a à dire là-dessus. Mais tout le monde crie à la réussite de ces jeux. Pourquoi appeler l'IGF afin oui, de... ça c'est les côtés apparents du réel de ces jeux. C'est ça reçu, vous avez vu, mais ce qui est le sous-bassement, il faut vérifier qu'on aille dans les fonds, voir comment l'enveloppe allouée a été utilisée pour qu'on ne soupçonne personne. Très bien. Un autre invité dans ce studio, il s'agit donc de Christian Moleka. Christian Moleka, nous faisons un rétro sur le 9e G de la francophonie qui a connu sa clôture le dimanche dernier. Vous, en tant qu'analyste, comment interprétez-vous ça? Faudra-t-il admettre aujourd'hui que c'est un pari gagné pour la République démocratique du Congo? D'un point de vue sportif, je peux dire, d'un point de vue d'organisation, c'est un pari gagné. Oui. Parce que le pays a quand même réussi à accueillir 3500 participants pendant 8 jours. Et nous avons quand même réussi à vendre également une image plus ou moins positive du pays à l'international. C'est vrai que lorsqu'on parle du Congo à l'étranger, on a toujours tendance à parler de ce qui ne marche pas. Oui. Il y a très peu de success story, comme on dit, sur le pays. Et donc, c'était une occasion de vendre. D'ailleurs, avant de venir aujourd'hui le matin, je suivais Radio-Canada, qui faisait un peu le rétro de la participation des athlètes de New Brunswick du Canada au Congo. Et j'ai vu comment ils avaient fait un petit clin d'œil sur l'organisation, sur l'accueil de la population, les athlètes qui ont parlé sur Radio-Canada. Ça veut dire qu'on a vendu positivement le pays pendant une période. Maintenant, il faut consolider. C'est un événement, mais il faut consolider ensuite. C'est un acquis de ce point de vue-là. Ça a été un moment d'engouement pour la population. C'est un acquis en termes d'infrastructures que nous avons pu acquérir grâce au jeu et qui pourront aider le pays à construire une diplomatie à travers le jeu. Ça se peut se construire une visibilité par le sport. Tout ça dépendra de comment on consolide tout ça. Donc il y a des acquis. Oui, maintenant il y a également des questions. Je vois mon co-débatteur qui lance un débat de finances publiques, qui est tout à fait légitime dans un contexte où on l'a fait avec les deniers publics. Et donc lorsqu'on a fait avec les deniers publics, il y a une certaine exigence de redevabilité. Et donc il y a une redevabilité financière. Il faudrait à la fin qu'il y ait un rapport d'activité, y compris un rapport financier, qui pourrait amener un débat sur comment on a utilisé les ressources publiques, parce qu'il s'agit quand même des deniers publics. Mais l'État a pris ses responsabilités face au plan pour déguicher des moyens, parce que vous le savez pertinemment bien que l'OIF n'a pas pu financer pour qu'il y ait réellement CG en République démocratique du Congo. Mais les efforts fournis par l'État, ça doit encore laisser à désirer par rapport à cette problématique des financements publics. Non, mais ces efforts-là sont contrôlés. L'action publique est toujours contrôlée. Ça veut dire lorsqu'un État décide d'engager des fonds dans le cadre d'un projet, qui peut être un projet de jeu, oui. Mais il y a une exigence de redevabilité pour celui qui est notamment l'autorité budgétaire, à savoir le Parlement. C'est-à-dire combien ont coûté les jeux pour les Congolais. Combien les jeux ont coûté réellement pour les Congolais. C'est un débat que l'on peut avoir. Ensuite, comment on a affecté ces ressources-là. C'est un débat qu'on peut avoir, qui est simplement un débat de transparence en matière de finances publiques. Et ça, c'est un débat que moi je trouve normal dans un pays qui veut de la transparence dans l'agence des affaires publiques. Mais c'est pas un débat de stigmatisation. C'est une redevabilité. Vous avez géré, vous faites une redevabilité. Il y aura bien demain un rapport financier. Je crois que l'autorité budgétaire, qui est le Parlement, pourra avoir un regard. C'est un débat de transparence dans la. Mais Christian Moleka, au décompte de médailles glanées par chaque pays qui ont eu à participer à ces Jeux de la francophonie à la fin de la compétition, les sportifs et concours culturels, la République démocratique du Congo est sortie au total avec une affaire de 34
médailles. N'est-ce pas là une fierté? Il faut dire 34 médailles, mais il faut dire à peine 4 médailles en or. Donc, c'est déjà, je dirais, une progression. Oui. Si on compare à ce que nous avons fait dans les éditions précédentes, notamment en Côte d'Ivoire. Donc oui, nous avons progressé. Mais si vous regardez très bien sur le 9 concours sportifs et les 11 concours culturels, nous avons davantage gagné dans les sports individuels, c'est-à-dire la lutte libre, Oui. la littérature, un peu la danse aussi qui n'est pas un sport individuel, le jeu de Scrabble. Et on n'a pas à gagner là où on attendait les Congolais, c'est-à-dire le basket notamment, le football sur lequel nous mettons beaucoup d'accent et d'autres disciplines. Il y a lieu de reconnaître certes des avancées, mais il y a également lieu de se questionner sur ce que nous considérons, nous, ici, comme priorité. Si vous prenez la photographie de ce que nous faisons avant le jeu de la francophonie, en termes de soutien au sport, combien de Congolais connaissent le soutien que le gouvernement apporte au niveau de lutte libre notamment? Pourtant, c'est la discipline qui nous a amené le plus de médailles. Ça veut dire que nous avons obtenu les médailles là où nous ne l'attendions pas et là où nous ne mettions pas beaucoup d'efforts. Mais là où nous mettons souvent les efforts, c'est-à-dire le football, là on a pratiquement rien obtenu de consistant. Donc il y a de questions, il y a de quoi se questionner sur nos priorités en termes de sport, notre politique de sport, notamment notre politique sur les sports de combat et les résultats que nous obtenons. Moi j'ai dit avant le jeu que contrairement à l'attention que nous mettons dans le sport, sur le football, qui paraît être le sport roi chez nous, Oui. si vous regardez habituellement dans toutes les compétitions africaines, là où le Congolais gagne le plus, c'est les sports de combat. Que ce soit le karaté, que ce soit le jiu-jitsu, le shotokan, ou comme la lutte libre l'a prouvé également. Mais quand vous allez regarder nos politiques sportives à l'intérieur, nous faisons l'inverse. Moins de ressources pour les sports de combat, Moins de ressources préparation de également. préparation. Oui. Nous allons davantage dans le football et le basketball. Donc il y a des leçons à tirer, oui. Il y a du talent, il y a du potentiel énorme et les jeunes l'ont montré, parfois sans l'accompagnement de l'État. Maintenant, ensuite, c'est comment on récompense. Nos athlètes qui ont reçu les médailles, j'espère qu'ils auront, parce qu'ils ont donné de l'or au pays. La médaille d'or, c'est l'équivalent de la Coupe d'Afrique. Hein. Mais j'espère que la République va honorer ces athlètes autant qu'on honore ceux qui gagnent par exemple le CHAN au football. Oui, lorsque nos compétiteurs amènent de l'or pour le pays. Parce que lorsque vous gagnez de l'or, ça veut dire qu'on a hissé le drapeau du pays et on a joué l'hymne national du pays à la finale. J'espère qu'ils auront, la République donnera autant d'honneur à eux qu'on donne aux joueurs de football lorsqu'ils nous ramènent le CHAN. Voyez, ça c'est une question de politique publique sur laquelle on peut revenir, mais il nous faut tirer les leçons du jeu. Ça veut dire nous avons un potentiel énorme dans beaucoup de disciplines, pas seulement dans le football, mais que le gouvernement, curieusement, ne donne pas le même regard en termes d'attention financière et qu'il faut changer aujourd'hui et donner plus de lumière au sport de combat, le judo, d'ailleurs le judo n'a rien donné, la lutte, le karaté, ainsi de suite, de sorte que nous puissions ramener plus de médailles peut-être demain. Très bien. Roger Bonengele, je reviens à vous. Hormis l'aspect financier que vous avez évoqué à travers également l'UGF, vous ne voyez pas que ces jeux organisés par la République démocratique du Congo consolident aussi les retours de la République démocratique du Congo dans les concerts des nations? Oui, mais les retours de la RDC dans les concerts des nations, c'est pas plus qu'il y a une francophonie, c'est un effort qui doit être permanent, qui doit être fourni, qui doit avoir un soubassement des volontés politiques du régime en place. Si l'on veut avancer, on doit mettre des moyens, on doit mettre la volonté par rapport aux disciplines qui existent, qui sont pratiquées ici en RDC et partout ailleurs. Eddy, vous avez loué les Jeux, vous avez salué la réussite de ces Jeux pendant la période que ces Jeux ont pris. Mais il faut relever aussi des failles. Moi, je ne suis pas venu là pour tout simplement applaudir. Mais pendant que j'ai vu le président de la République donner des médailles aux athlètes, j'ai vu qu'il a donné plus de médailles d'or aux étrangers, plus aux étrangers
Mais c'est peut-être parce que c'est pas si Ah ils ont oui. mérité quand même. Oui, oui, c'est-à-dire, nous, on a affiché un niveau très moyen. Et très moyen, et les résultats étaient comme tels. C'est-à-dire, le président de la République est venu donner des médailles d'or à d'autres, aux athlètes venus d'autres pays, par rapport à nous-mêmes. Donc, ce qui est aussi déplorable, puisque les niveaux de nos athlètes étaient trop bas et très moyens. Il y a aussi, aussi un certain nombre de problèmes hein, par rapport à la préparation. Parce que déjà, la tenue des CG posait problème. Est-ce que oui, ça oui, pourrait mais être organisé en République le démocratique temps du de la Congo ou pas? préparation Mais- donne les bénéfices aux athlètes de mieux se préparer. Quand on a reporté plusieurs fois ces Jeux, donc cela donnait l'occasion aux athlètes de se préparer en conséquence. Donc c'était bénéfique pour eux. Et ce qui m'a étonné aussi pendant les discours de clôture, j'ai vu quelqu'un confondre Félix Tshisekedi et Etienne Tshisekedi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qui là? Oui, un organisateur a appelé le président de la République, lui a désigné par le nom d'Etienne Mais Tshisekedi. peut-être c'est par lapsus, peut-être. Oui, lapsus, mais et les prénoms, et les noms, et les post-noms. Donc, ça m'a un peu Mais il ne faut hésité. pas oublier Et puis Etienne pendant Tshisekedi est ces le Jeux, figure emblématique Oui. de l'histoire politique de la République démocratique oui, du Congo. pendant Son ces nom Jeux, est resté il y dans a les annales. il y a eu la paralysie totale de la ville de Kinshasa. Il y a eu des embouteillages. Les gens ne se déplaçaient pas. Et comme il faut, l'organisation était vraiment très bâclée. On a vu les gens, les embouteillages partout. Quand on venait pour passer, on vous disait toujours non, passez et retournez, faites ceci, prenez telle courbure. Donc il y a eu vraiment la paralysie totale de la ville. D'où il faut, après les Jeux, moi je pense qu'après les Jeux, maintenant ce sont les enjeux. Donc, et voilà un peu Et comment l'ambiance lorsque dans vous laquelle parlez des les enjeux, vous faites Jeux allusion se à sont quoi? déroulés. Là, lorsque vous parlez des enjeux, vous faites allusion à quoi? Donc maintenant, on se base sur les choses sérieuses, la gestion de la République, on parle des élections, hein, donc du futur du pays, après ces Jeux-là. Mais c'est Gandhi. Oui, vous venez m'excuserez d'abord ouais, ouais. du retard. Hein. Vous venez de nous rejoindre. Ouais, vous m'excuserez. là, J'ai au sué cours sang et de eau cette avant émission. d'arriver ici. Ouais, ouais. Nous parlons de ces rétros sur les Jeux de la francophonie organisés par la République démocratique du Congo, clôturés les dimanches derniers. Faudra-t-il admettre que la République démocratique du Congo a déjoué tous les pronostics quant à cet avènement de l'organisation des CG de la francophonie, parce que il y a certaines opinions qui estiment que ce sera un échec plutôt, mais aujourd'hui, on peut parler d'une réussite. Oui, le Congo, une fois de plus, démontre qu'il y a des capacités. Oui. Il y a des capacités en interne. Si nous voulons, nous pouvons. 74, on a vu à 2 reprises le combat à l'Iforman. Ça s'est passé dans des conditions acceptables. Oui. Toujours 74, on a été le premier pays africain, d'Afrique noire, à envoyer notre équipe nationale, même s'il y a eu des convenus. Pour la première fois, notre équipe est allée à la Coupe du Monde. Mais cette fois-ci, une fois de plus, on démontre que quand il y a la volonté, quand tout le monde met du sien, on peut arriver. Oui. Malgré les imperfections qu'on peut signaler ici ou là au niveau de ce jeu-là, moi je pense que c'est une réussite presque totale à tout point de vue, au niveau de l'organisation, au niveau de notre participation. Sachez que la dernière fois que nous avons participé à ces Jeux, c'était en Côte d'Ivoire. On a eu combien de médailles? 3 médailles. Là, sans préparation aucune, nous avons pu dégoter 30 et quelques ou 34 médailles. Moi, je pense que s'il y a du sérieux, on met du sérieux, on forme nos athlètes à temps, on forme nos sportifs à temps, et les prochains Jeux, ce seront les Jeux magnifiques pour la République démocratique du Congo. Moi, je pense que c'est aussi l'occasion de pouvoir faire en sorte, puisqu'il y a eu beaucoup de critiques en disant la francophonie, ça a l'avantage de la France. Rien ne nous empêche, demain, au lendemain de ces Jeux, que nous puissions organiser le jeu congolais, où toutes les provinces seront aux prises dans une manifestation à Kinshasa, et puis en même temps, prolonger ça en faisant en sorte que nous ayons des stades, au-delà de 2 stades qu'on a rénovés. Il y a le stade de Kitambo, Vélodrome, ça peut aider non seulement pour le foot,
Ça peut aider aussi pour s'entraîner au niveau du vélo. Le stade aussi de Kinshasa, en face de la commune de Kinshasa, on peut aussi rénover. Bandal, il y a partout, on peut rénover les stades. Et puis dans les provinces, il y a certains stades qui ont démarré. On a commencé à construire, mais jamais ça n'a été finalisé. Il faut être regardant là-dessus. On doit former l'homme congolais dans les deux acceptions, c'est-à-dire à savoir sur le plan intellectuel et sur le plan physique. Mais aujourd'hui que les infrastructures dont vous faites allusion, dont également le pays vient de se doter, vous ne voyez pas que les espoirs aujourd'hui sont permis pour voir les Congolais faire mieux par rapport auparavant? Oui, mais ils l'ont prouvé. Je vous ai donné l'exemple du nombre de médailles que nous avons eues. En principe, on devrait avoir 2 fois plus de médailles. On n'a pas pu. Mais déjà, le fait d'avoir cet élan-là, c'est le bon élan qui peut nous aider à former ou réformer nos sportifs et aller de l'avant à faire mieux. Et puis au niveau de l'organisation, si on organise l'État, l'administration, comme on vient d'organiser les Jeux de la francophonie, moi je pense que on peut arriver à faire beaucoup de choses, même dans d'autres secteurs. Même dans d'autres secteurs, notamment l'agriculture, notamment la pêcherie, etc. C'est-à-dire, si on prend la même organisation, la même pugnacité, on peut arriver à surmonter beaucoup de choses. Très bien. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, j'ai ajouté. Bon, je vois que vous mettiez l'accent sur le retour du diplomatique du Congo. Il ne faut pas oublier quand même qu'en 2012, le Congo a reçu la première organisation, le premier organe de l'OIF, qui est un sommet des chefs d'État. C'est la première institution au sein de l'OIF. C'est-à-dire avant les Jeux. Nous avons réussi à recevoir en octobre 2012 un sommet des chefs d'État de l'OIF au Congo. Et donc, il faut l'inscrire dans une forme de continuité de ce que le pays fait depuis 2002 avec le retour de la Banque mondiale et FMI, et que nous devons l'inscrire dans la durée. Maintenant, le grand problème du Congo, c'est la durée. Oui, on a eu le jeu, il y avait une pression internationale sur nous, et encore faut-il demander si nous n'avions pas cette pression, nous aurons pu réussir à relever notre propre niveau de défi. La pression est partie, sans pression, sommes-nous capables de faire les choses bonnement? Au Congo, nous avons toujours l'habitude de faire les choses pour les autres. C'est-à-dire, le pape vient, on fait les routes, on chasse les gens qui vendent. Dans la précipitation d'ailleurs. Oui, toujours au dernier moment. Et lorsque le pape s'en va, on reprend nos mauvaises habitudes, on va sous les boulevards et ainsi de suite. Aujourd'hui, il y avait la francophonie, la pression extérieure. Et donc, pour les autres, on a bien fait les choses parce qu'on devait quand même bien nous voir. Maintenant que les autres sont partis, n'allons-nous pas nous retrouver dans nos propres tares habituelles? Ça veut dire, tout le monde connaît comment le stade des Martyrs était géré jusqu'à récemment. Le stade n'a pas été homologué parce qu'il n'est pas dans les conditions, dans les normes. Vous voyez? Maintenant que les autres sont partis, serons-nous capables de garder les infrastructures dans les normes pour nous-mêmes? Serons-nous capables de refinancer la ligne à foot pour nous-mêmes? Serons-nous capables de financer les clubs, les fédérations sportives pour nous-mêmes? Ça, c'est la plus grande interrogation sur laquelle nous devons nous tourner. Pourquoi nous ne sommes pas assez motivés pour faire les choses pour nous-mêmes que lorsque nous le faisons pour les autres? Est-ce que ce n'est pas culturel? Parce que même nos maisons, nous mettons la peinture que lorsqu'il y a un deuil et que nous allons recevoir des visiteurs. Voilà, là, tout le monde repeint la maison parce qu'il y a les gens qui vont venir. Il faut que la parcelle soit propre. Et donc, culturellement, nous sommes comme ça. Comment réussir à casser cet élément culturel pour que nous réussissions cette fois-ci à faire les choses pour nous-mêmes? Et je crois que c'est ça le plus grand défi. Ensuite, ce sera peut-être la gestion de l'infrastructure. Comment nous comptons gérer? Moi, je crois qu'il faudrait que nous sortions de l'approche de la gestion par l'État. Je suis de ceux qui pensent que si on laisse l'État gérer ces infrastructures-là, 6 mois c'est trop, on va trouver autre chose. Il faudrait que nous allions vers une session vers les privés, quitte à fructifier derrière, et ensuite, nous avions eu la possibilité de recevoir beaucoup de visiteurs qui sont rentrés avec une bonne image du pays. Mais ce que le pays doit faire, moi j'ai parlé de consolider. Vous avez une minute pour conclure. Oui, c'est-à-dire de construire aujourd'hui une politique touristique. C'est-à-dire l'Office du tourisme doit prendre le relais. Visiter Congo, on doit le voir maintenant sur TV5 Monde, France 24, ainsi de suite. Reconstruire, profiter de l'aura, de l'humeur que nous avons pour construire un projet touristique sur le Congo. Ça, c'est ce qu'il faut faire après. Maintenant, on peut continuer le tourisme par le sport, c'est-à-dire, pourquoi ne pas avoir demain un championnat africain de judo? Pourquoi ne pas avoir demain l'afro-basket? Pourquoi ne pas avoir demain un championnat africain de lutte?
pour à la fois optimiser l'utilisation de ces sites-là, Oui. mais également profiter des choses, des avantages que nous avons d'image aujourd'hui d'un point de vue touristique. Ce sont les questions sur lesquelles il faut réfléchir en profondeur. Et voilà. Très bien, je crois qu'on ne doit pas s'éterniser là-dessus. Abordons un autre sujet qui défraie la chronique en ce moment. Il s'agit donc de la sortie médiatique de l'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, Augustin Matata Ponyo, avec comme sortie médiatique renouée avec notre destin des grandeurs et l'intitulé de son programme quinquennal 2024-2028 qui promet de mettre en œuvre s'il était élu président de la République démocratique du Congo en 2023 avec un budget de 96 milliards de dollars américains. Moleka, je commence par vous. Vous, en tant qu'analyste politique, comment voyez-vous cette sortie médiatique d'Augustin Matata Ponyo? Je ne voudrais pas dire que ce soit de l'hyperbole, mais au Congo, nous avons l'habitude d'avoir des chiffres aussi. Rappelez-vous déjà qu'en 2018, pratiquement tous les candidats présidents en 2018 nous avaient promis un budget à 80 milliards, à 80 milliards, à 100 milliards. La réalité nous a rattrapé. Oui, le président avait parlé de 80 milliards Oui. en 5 ans. La réalité nous a rattrapé. Nous sommes à la fin du mandat, nous sommes à 16 milliards. Donc, moi j'aimerais bien qu'au-delà de chiffres qu'on avance, qu'il y ait un débat avec la presse, avec les analystes, un débat avec les politiques, pour nous montrer le comment. Ce qui importe, ce n'est pas le chiffre, c'est le comment. C'est-à-dire, oui, pour faire 80 milliards, moi, je vais augmenter l'impôt, j'augmente la pression fiscale, je crée telle source de revenus pour aboutir à cela. Mais les incantations en termes de chiffres, ça n'aide pas le pays. Maintenant, tout cela ne peut se faire que dans le cadre d'un débat. Donc moi, je suis de ceux qui pensent qu'il nous faut avoir un débat présidentiel. Oui. Qu'il nous faut avoir un débat présidentiel où les candidats vont se confronter, pourquoi pas avec les intellectuels que nous sommes, s'ils le veulent. Et à ce moment-là, nous pourrons questionner les chiffres. Maintenant, c'est ambitieux. On peut dire que c'est ambitieux. Un Congo à 80 milliards, c'est ambitieux en 5 ans. Est-ce que c'est possible? C'est possible en termes de marge de croissance. Ça veut dire, beaucoup des rapports le disent, le Congo perd en coulage de recettes 15 milliards de recettes l'an. Le gouvernement, cette année, a fait une projection à 16 milliards de dollars qu'il va difficilement ne pas atteindre. On voit que le premier trimestre, on n'a pas pu mobiliser l'argent suffisamment. Oui. Et donc, il est possible, en termes de projection, d'atteindre 20 milliards en une année budgétaire. C'est possible. Oui. Maintenant, ça demande austérité budgétaire, ça demande orthodoxie, ça demande d'arrêter les coulages, ça demande des réformes. Et de ce point de vue-là, il faudrait qu'on nous parle des réformes qu'on veut mettre en place pour atteindre cela. Donc 20 milliards l'an, c'est possible, avec des marges de croissance. On peut, de mon point de vue, atteindre 40 milliards en 5 ans, mais il faut que cela soit accompagné des réformes et des réformes structurelles. Et moi, j'aimerais bien qu'à côté des chiffres qu'on avance, qu'on nous présente également les réformes qu'on veut mettre en œuvre. Mais c'est qu'on dit, je reviens à vous, Augustin Matata Ponyo rêve donc de conduire le pays vers l'émergence, je dirais même à l'horizon 2029, grâce à une exploitation optimale de nos ressources naturelles. Qu'en dites-vous? Ben, je ne sais pas la recette ou les recettes qu'il vient de proposer. Si il a appris pendant qu'il préparait son doctorat, je ne l'ai pas vu sur le terrain actionner ne serait-ce qu'un axe de ses propositions. Oui. Mais n'empêche, malgré ça, il y a une possibilité, comme M. Moleka vient de le dire, d'ailleurs, il analyse bien les choses. Il faut montrer quelles seront les réformes qui pourront donner un plus pour pouvoir faire en sorte qu'on injecte plus de moyens au niveau de notre budget. Cela est possible. Je vous prends un exemple simple. Oui. Il y a une taxe que tout le monde paye, la TVA. Quand vous achetez une banane dans un supermarché ou des arachides ou je ne sais pas quel produit, il y a une taxe, mais qui est souvent rarement versée au niveau de l'État, des caisses de l'État, puisqu'il n'y a pas le contrôle. Si on mettait des caisses enregistreuses au niveau de tous les supermarchés, des boutiques et magasins, on peut récupérer au moins la moitié de notre budget actuel. Si on développe l'agriculture, la pêche et l'élevage, on dépensera moins d'argent à l'extérieur. On pourra même exporter une partie de notre agriculture. Sachez que ce pays, pour devenir ce qu'il est, à l'époque de Léopold et par la suite, s'est développé partant de l'agriculture. C'est l'agriculture qui a financé les industries minières. Mais si on développe l'agriculture comme c'était dans le temps,
même si on approche, même si on c'est pas exactement la même chose, si on approche de ce que les Belges avaient fait, je pense qu'on pourra vendre à l'Afrique tout ce qui touche l'agriculture, la pêche et l'élevage. Et on peut, il y a plusieurs secteurs, on peut, comme mon ami l'a dit, le coulage. Oui. Ça prend au moins la moitié de notre budget. Si on arrive à faire en sorte qu'il n'y ait pas du tout de coulage ou réduire le coulage, il y a beaucoup d'argent qu'on perd chaque jour ici. Aussi, il faut une certaine orthodoxie au niveau de la gestion de la chose publique, à commencer par le gouvernement. Comment est-ce qu'on peut avoir 30, 40, 50, 60 ministres? C'est inacceptable. Comment peut-on avoir 500 députés avec les émoluments qu'ils ont? Alors il y a des secteurs entiers où si on injectait cet argent-là, pourrait produire plus. Sachez qu'à l'époque coloniale, ce pays était dirigé par un ministre des colonies, un gouverneur général, sous-gouverneurs provinciaux et 10 directeurs généraux faisant office de gouvernement. Ils ont développé le pays tel que nous l'avons trouvé en 60. Donc pour vous, il faut réduire la taille du gouvernement. Ça, c'est nécessaire. Au départ, il nous faut moins de 25 ministres. Oui. Il faut choisir les axes de développement, mettre des ministères là-dessus, donner plus de pouvoir à l'administration. Reformer l'administration en donnant plus de pouvoir aux secrétaires généraux. Est-ce que ça sera possible alors? C'est possible. On assiste aujourd'hui à une floraison des alliés. Non, il faut sortir. Il faut sortir de ce que moi j'appelle, c'est pas le bon français, oui. C'est ce que moi j'appelle la partitologie, où on est gouverné par les partis. On sait qu'on est gouverné par les partis depuis 60 et ça n'a jamais donné de fruits. Il faut aujourd'hui, quand il y a un gouvernement, une majorité a le pouvoir, il doit avoir des pourcentages. Peut-être pour les partis, garder 15-20%, mais il faut que nos techniciens puissent participer. Ceux qui ont ce que moi j'appelle les 3 S, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être, oui. Qui complétera ce que notre ami le maître Patilendo dit, la méritocratie. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, la méritocratie dans notre pays, c'est plutôt les gens qui ont été militants, qui ont été dans les partis politiques, leurs femmes, leurs enfants. Oui. C'est ça leur méritocratie. Mais la méritocratie, pour moi, doit aller dans les 3 S aussi. Savoir, savoir-faire et savoir-être. Sortir de méandres. Quand on gouverne, il faut trouver des directions, des axes, au-delà des partis. Parce que ce ne sont pas les partis qui peuplent le Congo. Les partis, c'est une infime partie de la population congolaise. Sortir de là. Très bien. Roger Bondenguele, vous ne voyez pas que Matata est aujourd'hui trahi par son passé? Parce que qu'est-ce qui a changé en termes, bien évidemment, de gouvernance pour que Matata Ponyo, qui fonctionnait toujours avec un budget annuel chaque fois, rabattit autour des 4 milliards de dollars américains, et qu'aujourd'hui, Matata se permet l'élite de dire qu'il pourra nous amener à un budget de 96 milliards de dollars américains. Votre réaction? Oui, Matata, c'est un monsieur qui a des qualités, même s'il ne manque pas de défauts comme tout être humain. J'ai vu que pendant qu'il était Premier ministre, il a réalisé certaines choses appréciables par tous. Avec Matata Ponyo, nous avions eu l'hôtel du gouvernement. Je ne suis pas son porte-parole, ni son envoyé, mais je suis objectif, je vois ses réalisations. Avec lui, il y a eu la bancarisation. Si aujourd'hui les fonctionnaires sont payés au niveau des banques, c'est grâce à la politique mise en place par Matata Ponyo. Non, c'est par rapport à la continuité des affaires de l'État. Oui, bien sûr. Matata Ponyo nous a amené la taxe sur la valeur ajoutée TVA. Avec Matata Ponyo, on a vu des constructions de certains stades municipaux à travers des communes Jamais des fini. villes. Hein? Jamais fini. Oui, même si les travaux ne sont pas arrivés au bout. Donc, et certaines réalisations que tout le monde avait à apprécier. Donc, je pense qu'avec une telle personnalité, il peut y avoir des changements. Il peut atteindre son objectif. Il peut atteindre ces chiffres-là de plus de 90 milliards de budget. Aujourd'hui, nous avons un budget de 16 milliards
qui ne se fait pas sentir. Je ne sais pas si la RDC avait un budget réel de 16 milliards et les Congolais pouvaient vivre comme ils vivent aujourd'hui. Si le Congo ne pouvait pas importer des histoires qui sont rares sur le marché aujourd'hui. Donc je vois que le budget de 16 milliards qu'on nous a bourré les oreilles avec la majorité en place, c'est comme si ce budget était irréel, n'était pas un budget concret, comme a dit quelqu'un, un acteur politicien, Claude Machala, il a dit que non, ces budgets-là étaient bon, ils ont dit bicoro. Puisque le budget de 16 milliards, on ne parvient pas à les palper. On ne voit pas les réalisations à la hauteur de 16 milliards de dollars. Puisque nous sommes déjà à la fin de l'exercice 2023. Donc les 16 milliards, peut-être que ça va venir l'année prochaine, mais cette année, les 16 milliards ne se fait pas sentir. Au lieu que les gouvernements puissent rectifier, venir avec une loi rectificative sur le budget, le gouvernement s'était et laisse la spéculation. Donc avec Matata Pogno, je pense qu'il peut atteindre ces chiffres vu sa façon de gérer la Res Publica. À part ça, il dit, Matata Pogno, vous parlez de 4 milliards. Lui, il n'était pas président de la République. Mais il dit ici, s'il devient président, c'est autre chose. Quand on est président de la République, on a les possibilités, on gère les pays. Hein, donc, on est le numéro 1. On a la possibilité de contrôler les autres. Mais quand on est Premier ministre, avec le gouvernement parallèle... En tant que Premier ministre, il gérait le pays au quotidien. Il avait gérait le pays au quotidien. Il y a aussi le gouvernement parallèle qui existe. Comme aujourd'hui, il y a le gouvernement parallèle qui existe. Et chaque fois qu'il y a une entreprise comme OVD, on crée encore OVDA. Mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est que le pays ne peut pas marcher comme ça. Le OVDA, là, il vient faire quoi de nouveau? Très bien. Ouais. Monsieur Christian Moleka, je reviens à vous. Alors que la République démocratique du Congo était à la recherche de ces nouveaux repères pour rebâtir sa renaissance, nous avons vu à l'époque de Matata où tous les projets, toutes les réformes entreprises ont été noyés dans l'impunité la plus totale. Pensez-vous aujourd'hui il fera le contraire? Bon, je crois qu'il y a deux volets à voir. Je crois qu'il y a deux volets à voir sur cette question-là. Oui. Il y a la question de politique publique. Ensuite, il y a la question de gouvernance en termes de corruption. En termes de politique publique, il faut quand même reconnaître que depuis 2006, ou disons 2006, beaucoup de politiques publiques, notamment du côté économique, ont aidé le pays à construire la croissance que nous avons aujourd'hui. Nous avons atteint le premier budget à 1 milliard avec Gizenga. Avant Gizenga, c'est-à-dire avant 2006, le pays n'avait pas un budget à 1 milliard. Il avait un budget qui avait moins d'1 milliard. Lorsque Mouzé prend le pouvoir en 97, le budget était à 800 millions de dollars. Et donc le premier budget à 1 milliard, nous l'avons eu en 2006. De 2006 à 2011, nous avons réussi à mettre en place le PPTE. Et donc à évacuer la dette extérieure qui nous prenait pratiquement 300 à 400 millions de dollars que nous payions le mois, oui, en termes de services de la dette. Et donc à avoir plus de marge de manœuvre. De 2011 à 2016, nous avons recommencé à mettre en place l'équilibre macroéconomique, avec notamment les efforts de Mouzitou, complétés par Matata, avec la réforme de la TVA, avec le nouveau code minier. Et donc aujourd'hui, les efforts cumulés permettent d'aborder l'avenir de manière plus sereine. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est consolider ces efforts, oui, optimiser la TVA, optimiser la réforme fiscale, pour que tous les acquis que nous avons eus, notamment avec les codes miniers, nous permettent d'avoir plus de recettes. Maintenant, en termes de lutte contre la corruption, l'une de grandes faiblesses du régime Kabila, c'était l'impunité, notamment l'impunité des grands dirigeants. Maintenant, est-ce que cette responsabilité incombe à la personne de Matata ou au régime? C'est un débat qu'on peut toujours faire. Est-ce qu'il avait les capacités comme Premier ministre de mener ces combats-là? Aujourd'hui, on l'a vu, l'IGF, qui depuis Kabila était au niveau de la présidence de la République, n'a pas eu la même motivation dans la recherche des infractions. Maintenant, aujourd'hui, oui, il y a un accent qui a été mis
avec l'IGF sous le contrôle des recettes et qui également permet de revenir sur la question de l'impunité, mais on peut toujours faire un débat de profondeur sur les vraies motivations, si elles sont uniquement économiques ou politiques. Maintenant, est-ce que lui-même, comme candidat, apporte quelque chose de très différent du régime que nous avons passé? Le grand problème que nous avons au Congo, c'est un problème d'éthique. C'est un problème d'éthique. Et je crois que M. Gandhi l'a soulevé ici lorsqu'il parle du savoir-être. Nous avons un sérieux problème d'éthique. Non pas en termes de compétences intellectuelles ou de QI, mais en termes de notre capacité à avoir des valeurs. Est-ce que de manière générale, nos acteurs politiques sont porteurs des valeurs? Très peu. Est-ce que nos acteurs politiques sont porteurs d'éthique en termes de gestion? Très peu. Pas du tout. Est-ce que... c'est pose un problème d'homme. Oui, fondamentalement, nous avons un problème d'homme qui peut dépasser le champ d'une seule personne. Est-ce que parce que le fond du problème, c'est l'éthique de la gestion et notamment l'éthique des finances publiques. Comment nous percevons l'argent de l'État? Prenez le citoyen lambda dans la rue, mettez le micro, vous lui demandez ce que du pouvoir, tu vas faire quoi? C'est ça le problème de fond. Maintenant, est-ce que comme acteur politique, comme candidat, il amène quelque chose de nouveau en termes de lutte contre la corruption? Moi, je ne l'ai pas encore entendu. J'aimerais entendre des candidats, des propositions concrètes en termes d'amélioration de lutte contre la corruption. Ça, je n'ai pas entendu de son discours, mais il présente des politiques publiques, comme il l'a fait dans le passé, comme d'autres les font. Mais notre vrai problème, c'est que nous n'arrivons pas à régler, c'est l'homme, c'est l'éthique. Et ça, ce n'est pas uniquement les politiques publiques qui vont les régler. C'est peut-être une réforme de l'homme. Comment on y parvient? C'est une équation qui n'a pas de réponse pour l'instant. Mais c'est qu'on dit, je termine par vous, au regard des statistiques budgétaires qu'il a laissées dans les annales de la République démocratique du Congo, disons fait, bien évidemment à Matata, ainsi que les dossiers judiciaires en instance des rattrapés ou des rattrapés à tout moment, d'ici la fin peut-être de cette législature, Matata Ponyo, est-ce qu'il est très mieux placé plutôt pour promettre aux Congolais des mots imparfaits? Moi, je pense que ça tombe mal. Il a des contentieux. Quand on parle de contentieux, c'est pendant qu'il gérait. S'il y a des contentieux, c'est que tant qu'il n'aura pas réglé ce problème de contentieux, je ne sais pas qui va faire confiance à Matata. Et puis, comme notre ami a dit, mais on montre pas, on dit qu'on va avoir 90 milliards. On ne démontre pas comment on va faire pour avoir les 90 milliards. Ça pose un problème. Quand on regarde nos recettes, même quand à un moment donné, le budget avait augmenté de 1 milliard à 4 milliards, on verra que pour l'essentiel, c'est le budget a augmenté par le fait des miniers, par le fait des matières premières minérales. Mais ça pose un problème aussi. Même certaines croissances que nous avons eues, ce n'était pas des croissances exclusives, c'était inclusive. C'était pas plutôt inclusive. C'est des croissances qui ont profité beaucoup plus aux miniers aussi. Oui. Donc rien n'a été fait par nos gouvernants, quels qu'ils soient, à l'époque de Muzito, de Matata. Même aujourd'hui, c'est la même plaie. Aujourd'hui, notre budget, c'est toujours lié aux miniers. Quand on regarde à l'époque de Matata, de Muzito et aujourd'hui, où en est-on au niveau de l'agriculture? Où en est-on au niveau de l'agriculture aujourd'hui? Quand on sait que pour récolter le maïs, il faut le planter au bout de 3 ou 4 mois, on a des quantités de maïs. Et regardez la superficie que nous avons des terres arables. On est obligé d'importer le maïs, on est obligé d'importer du piment, on est obligé d'importer des petits trucs qu'on peut nous-mêmes exploiter ici. Oui. Moi, je dis, tant qu'on n'aura pas nous produits, on ne peut pas dire qu'on aura un budget important. On aura un budget important quand nous, on va produire sur place. Et les miniers ou les minéraux viendraient en complément. On est resté des années durant avec une matière première qu'on pouvait dominer, le coltan. Qu'est-ce qui a fait que le gouvernement n'ait pas pris la mesure de monter une industrie pour cette richesse-là, le coltan? Ça aurait même réduit le fait des rébellions, puisque ça allait occuper les lieux où il y a des rébellions, c'est les lieux où il y a ces minéraux. Oui. Si on les avait exploités nous-mêmes ou en aventure avec certaines entreprises privées, on n'en serait pas là. On aurait encore plus de recettes, etc. On a un problème de gestion de l'État. Les gens qui ont été à la tête de l'État jusqu'au plus ou moins à ces jours
n'ont pas été formés, n'ont pas de capacité à gérer l'État. Ça pose un problème. Vous avez notre voisin d'en face, il parlait de l'immeuble intelligent. Non, c'est pour rigoler peut-être. Vous avez rigolé. Quand on regarde en moins d'un an, les immeubles, les 4 tours qu'on est en train de construire à côté de la Ténèbres de la Gombe et des affaires étrangères de la justice, il n'y a pas photo. On peut comparer en moins d'un an. Vous avez fait un petit immeuble, vous verrez le budget qui va être mis en place pour ces 4 tours-là et le budget qu'on a dépensé pour l'immeuble intelligent. Mais c'est la mafia à tous les niveaux. Mais hormis ça, M. Gandhi, l'homme à la cravate rouge, il a également laissé les cadavres dans le placard de la République. Beaucoup de cadavres, 1000 écoles chaque année. Les cas de Bukangalonzo, les écoles, ainsi de suite. Les universités. Et l'argent, il y a eu des financements. Il y a au moins 10 projets où il y a eu des financements. L'argent est passé par où? Il va bien faire. Est-ce qu'il va bien faire pour l'État, pour nos populations? Il va bien faire pour lui et sa bande de mafieux? C'est l'interrogation qu'on peut... Roger Monengele, je peux clore pour l'instant sur vous. C'est justiciable qui est Matata Ponyo qui s'est verti à faire croire qu'il existe aujourd'hui aucune juridiction au pays et connaître de ces actes plutôt indélicats posés quand il était Premier ministre, avec tout ce qu'il a construit, entre autres l'université de Kindu. Vous pensez qu'aujourd'hui, Matata peut être aujourd'hui à même d'avoir ses rôles hautement pédagogiques à jouer, celui de donner des leçons au peuple congolais pour qu'il puisse nous amener un budget de 96 milliards de dollars américains? Bah, Eddy, je sais pas. Je ne suis pas venu ici défendre Matata Ponyo, mais étant objectif, je parle de ce que je vois, ce que je palpe, ce que je sens. Matata Ponyo, jusqu'à présent, il n'a pas été condamné. Matata Ponyo est comme une chanson là des chrétiens où on dit bah oui basalaki mituka emeli bango ba basalaki masuwa mais ya salaki mokili mabele sanzaki. Ça dit Matata est parti à la cour constitutionnelle, il a été vomi. On dit non, nous ne sommes pas compétents pour vous juger. Il va à la cour de cassation, la même mais il chose. doit être quand même volontiers à cet exercice de rédévabilité en fait. Oui, si la Constitution ne permet pas qu'on puisse juger un tel monsieur, vu sa qualité, je pense qu'il faut revoir la Constitution et qu'on aille le juger qui marche contre la loi. Il est clair que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont irrévocables, donc opposables à tous. Il y a eu une décision de la Cour constitutionnelle, Matata a été acquitté. Non, on l'acquitte après jugement. Il n'a pas été acquitté. Non, c'est-à-dire il n'a pas été condamné. La Cour s'est déclarée incompétente. Oui. Alors, comment voulez-vous qu'on cherche la juridiction compétente pour qu'on puisse les traduire? Et jusqu'à présent, même si on les traduisait, il est coupable, déclaré coupable d'ores et déjà? Non, c'est les condamner, c'est mettre la charrie devant les bœufs. C'est-à-dire qu'on doit attendre les procès et à partir de ces procès, on verra s'il est coupable ou pas. Jusque-là, ce sont des supputations, des spéculations. Si Matata n'a pas été jugé ni condamné, pourquoi vous voulez les condamner a priori? Très bien, je termine par vous, M. Christian Moleka. Les juges naturels d'Augustin Matata Ponyo posent aujourd'hui problème pour lui juger en tant que tel. Comment vous, en tant que politique, analysez-vous cette situation? Pourquoi ne pas avec ces devoirs ou cet exercice de redevabilité envers le peuple, la population congolaise, Matata Ponyo ne pourra pas aussi accepter, ne serait-ce que d'être jugé et condamné par rapport à ces actes qu'il a commis en tant que Premier ministre? Est-ce qu'il s'agit d'accepter pour lui ou est-ce qu'il s'agit d'une saisine régulière? Parce qu'en droit, il y a une juridiction pour chacun.
Le débat, on peut faire un débat de droit. Oui. Moi, je ne suis pas juriste. Sur la juridiction qui convient à un Premier ministre. J'ai vu le débat, il a commencé depuis une année, on n'arrive pas à en sortir. Mais on peut faire un débat politique. Moi, je suis politologue. C'est que la responsabilité politique, que ce soit hier Matata ou aujourd'hui Sécugère, Oui. s'inscrit dans la durée. Que vous errez aujourd'hui, vous rendrez compte demain d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, on parle de Matata, demain, on parlera d'autres personnes. Deuxièmement, c'est que si hier on parlait de l'affaire Boukangalonzo, qui semble ne pas trouver de chemin, aujourd'hui on commence à parler des dossiers d'aérianisation. Parce que il semble qu'on irait vers les questions des aérianisations. Est-ce que le besoin de justice se fait parce que Matata agirait, ou le besoin de justice est motivé par le fait que Matata est candidat et que comme candidat il faudrait l'écarter? Est-ce que c'est l'opposant qu'on juge ou c'est le gestionnaire? Parce que si on veut gérer les gestionnaires, mais notre pays il y a un nombre de procès que nous avons eu sur les gestionnaires qui nous ont dessus. Qu'il s'agisse de la gestion de l'affaire Covid-19, qu'il s'agisse de la gestion de l'affaire 100 jours. On connaît comment les débats sur la gestion finissent dans ce pays. Donc moi je crois que ce débat sur la gestion, d'une justice sur la gestion, depuis le début de mandat, a montré vraiment ses limites. Et parce que la justice de notre pays ne garantit pas les capacités de gérer les gestionnaires d'hier comme d'aujourd'hui. Très bien. C'est par le credo de M. Christian Moleka que nous mettons un terme à votre magazine kiosque réalisé par Moro Djambé et Doudou Montiri, l'homme de Mongafula, candidat aux élections qui se profilent à l'horizon en République démocratique du Congo. On se retrouve à la prochaine avec les autres invités, mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision.